Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Michy, cardiologue. J'ai l'énorme plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui professeur Martine Gillard. On va essayer de discuter de l'ingor réfractaire au traitement. Bonjour professeur Gillard. Bonjour. On va attaquer tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, quelles sont les modalités de traitement actuelles de l'ingor réfractaire donc après, peut-être on va détailler plus sur la réduction du sinus coronaire. Merci beaucoup pour cette importante question. En fait, le problème de l'angor réfractaire, c'est qu'il n'y a pas de traitement. En tout cas, on parle d'un angor réfractaire lorsque justement tous les traitements médicaux, tous nos types de revascularisation, et Dieu sait qu'on a fait beaucoup de progrès dans le domaine, n'ont aucun effet, n'ont aucune efficacité sur ces patients qui continuent à avoir une angine de poitrine lorsqu'ils font des efforts, et souvent leur qualité de vie est excessivement détestable parce qu'ils ne peuvent plus ne peuvent pas accompagner le reste de leur famille et avoir une vie normale. Du coup, cet angor réfractaire n'est pas son pourcentage est assez important, c'est entre 5 et 15% selon les études, donc c'est pas négligeable. Et on a tendance, nous, cardiologues interventionnels, à se dire c'est juste pas possible parce qu'on arrivera toujours à... Eh bien non, malgré tout ce que l'on peut faire, ça ne marche pas dans ces gisants-là. Alors, ça n'a pas d'impact sur la mortalité de ces patients, mais ça a un impact parce que c'est en fait les comorbidités qui vont faire qu'il va y avoir un impact, mais cet angor réfractaire a un impact sur la qualité de vie et vraiment un très très gros impact. D'accord, donc c'est ça ce qu'on essaye d'améliorer, la qualité de vie. Alors, quels sont les modèles, à part le traitement médical maximal, donc on peut avoir bien évidemment les statines, les antiagrégants et les vasodilatateurs, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Alors, il faut en effet, c'est une très très bonne notion, il faut que les patients aient un traitement médical optimal avant qu'on puisse parler d'angor réfractaire. La revascularisation n'a pas réussi, n'a pas été suffisante, il faut un bon traitement médical. Et si avec ce traitement médical optimal, le patient a toujours des symptômes, eh bien on peut lui proposer le réducteur de sinus. D'accord. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu plus dans quoi ça consiste et surtout peut-être la procédure, les notions de base? Alors en fait, c'est une idée qui a été faite par un chirurgien cardiaque dans les années 50. Vous voyez, c'est pas récent. Et donc il s'était aperçu que quand il rétrécissait le sinus coronaire, il y avait une amélioration des symptômes des patients et une amélioration de leur qualité de vie. Et puis est arrivé le pontage coronaire dans les années 69. Du coup, bien sûr, tout ça a été arrêté jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, nous, cardiologues interventionnels et nos correspondants, qu'il y avait justement ces patients qui échappaient à tous nos traitements. Et du coup, on a décidé de mettre une prothèse qui va réduire le diamètre du sinus. C'est donc un stent qui est un stent sans mémoire de forme, qui est déployé au ballon. Il est en une forme de diabolo avec au centre un diamètre de 5 mm. Et les parties proximales et distales vont être adaptées au diamètre du sinus du patient qu'on est en train de traiter. Et donc, pour des sinus un peu larges, eh ben, on augmentera l'inflation, le nombre de bars, l'atmosphère. Pour des sinus moins importants, donc on adapte, c'est une taille unique, et on l'adapte en fonction de cet élément. Alors, c'est vraiment une technique facile à réaliser, mais il faut respecter les étapes. C'est toujours pareil, c'est pas quelque chose... pour un cardiologue interventionnel, mais d'abord, on s'occupe du sinus coronaire, et c'est plutôt nos amis rythmologues qui ont l'habitude, donc nous, on est un peu moins habitués. Donc ça se fait sous anesthésie locale, on fait une ponction sous écho de la veine jugulaire, on cathétérise, on met la prothèse, et puis on vérifie que tout va bien. La durée et bien sûr toute la difficulté, le cathétérisme du sinus coronaire qui peut parfois être un peu difficile, mais ensuite en gros une moyenne de temps d'une demi-heure. Alors c'est des patients qui peuvent tout à fait être faits en externe, arriver le matin et puis repartir après. Donc c'est une procédure qui est simple, mais qui doit, comme toujours, il faut respecter les différentes étapes. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut avoir des complications, comme c'est une procédure invasive? Quelles sont les complications les plus fréquentes après cette procédure? Alors, il y a
très peu de complications. C'est aussi ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a sur une étude, un registre international qui a été réalisé, il y a eu un seul infarctus qui a été déploré sur plus de 200 patients. Il n'y a pas d'AVC, il n'y a pas d'autres complications. Ce qui peut se produire, c'est quand on ne respecte pas tout à fait les étapes, on peut avoir une migration du système parce qu'on est dans une veine, ce n'est pas une artère, donc ça tient moins bien. Donc il faut prendre des précautions quand on le largue, et du coup il peut y avoir ces possibilités de migration, mais qui généralement se passent très bien, on récupère et il n'y a pas trop de problèmes. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, ce que j'ai oublié de dire, et ce qui est important, c'est que l'ischémie doit être documentée, parce qu'il faut qu'on soit sûr qu'on a bien une ischémie, et ce n'est que le réseau gauche qui peut être amélioré. Parce que la coronaire droite ne se jetant pas dans le sinus coronaire, il n'y aura pas d'amélioration. Donc il faut vraiment que l'ischémie provienne du réseau gauche. Je vous remercie. Quels sont les résultats à 1 an ou à 5 ans? Est-ce qu'on arrive vraiment à améliorer la qualité de vie? Alors, tout a commencé avec une étude contrôle sham, double aveugle, et sham contrôle, c'est-à-dire que, comme vous le savez, le patient croyait qu'on lui faisait la procédure, et donc c'était randomisé. Il y en a certains où on ne faisait pas la procédure, c'est-à-dire qu'on leur faisait la ponction, etc. Mais on ne mettait pas le réducteur. Et les cardiologues qui les suivaient étaient aussi en double aveugle, ils ne savaient pas si le patient avait reçu ou non le... Et cette étude a été publiée dans le New England en 2017 et a montré, elle s'appelle Coursera, et a montré que c'était très efficace sur la qualité de vie. Les améliorations prennent du temps. Hein, il faut attendre un mois avant qu'on ait de l'efficacité. Le but consiste en fait à faire varier les résistances entre l'endocarde et l'épicarde. Quand vous êtes sain, quand vous n'avez pas de maladie coronaire, eh bien quand vous faites un exercice, la résistance de l'endocarde diminue par rapport à l'épicarde et le flux va sur l'endocarde. Quand on a une maladie coronaire, malheureusement c'est l'inverse, et du coup le sinus permet de redonner le bon système. Et donc il faut 1 mois à peu près pour qu'on ait une efficacité. Donc il ne faut pas se dire, comme dans ta vie tout de suite, non, au bout d'1 mois. Et puis, Coursera a été suivi, les patients de Coursera ont été suivis pendant 5 ans, et l'amélioration obtenue, qui était vraiment très importante, eh bien, elle persiste à 5 ans. Donc cela persiste, c'est vraiment très efficace. C'est magnifique, surtout on connaît qu'il y a beaucoup d'interventions qui ont été essayées dans cette niche de patients, des interventions unes plus discutables que les autres. Et donc, effectivement, cette procédure, si elle est efficace, je pense qu'il faut l'appliquer à nos malades, il faut traiter nos malades. Alors, on a la chance, pour une fois, nos autorités nous ont accordé la possibilité que ce technique soit remboursé pendant 2 ans. Et donc, bien sûr, il faut qu'on leur donne des données, autrement... et si les données sont satisfaisantes, à ce moment-là, on aura un remboursement permanent. Donc, on a créé la Société française de cardiologie et le GACI. On crée un registre qui s'appelle France Réducteur et qui nous permet de codiger. Donc, on demande bien sûr à tous les centres, mais les centres sont vraiment super, de codiger les datas de tous les patients. Il n'y en a pas quand même énormément par centre, hein. Ces patients-là ne représentent pas quand même... Et du coup, avec ces données, on pourra les montrer aux autorités pour obtenir un remboursement permanent. Parfait. Et une dernière question. Quel est le traitement qu'on met en place après avoir mis en place ce dispositif? Est-ce qu'il faut une antiagrégation mono, bi? Est-ce qu'il faut 1 mois de NACO? C'est une excellente question. Alors on a un peu comme tous nos nouveaux systèmes, on n'a pas de données là-dessus. Et donc ce que l'on recommande pour le moment, jusqu'à ce qu'on fasse une recherche là-dessus, c'est une bithérapie antiagrégante pendant 3 mois. Mais bien sûr, ça ne repose pas sur grand-chose. Donc, pour le moment, on le fait. C'est recommandé. Mais, par exemple, si un patient est sous anticoagulant, je ne suis pas sûre qu'il faille lui rajouter quelque chose en plus. D'accord. Voilà. On vous remercie. On a eu avec nous donc, le professeur Martine Gillard, vice-président de la Société française de cardiologie. Merci beaucoup, professeur Gillard, d'avoir pris le temps. Et je vous souhaite un bon congrès. C'est un plaisir. Merci beaucoup.